Bonjour, je vous propose d'écouter aujourd'hui un entretien avec Julien Materne qui nous présente le numéro 8 de la revue Notes et morceaux choisis, bulletin de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle. Ce numéro 8 qui était consacré au travail mort-vivant. Alors le travail mort-vivant, ça désigne, ça fait référence à un peu à un concept marxiste. Donc le travail mort, c'est le travail qui est cristallisé dans les machines, on pourrait dire. Le travail vivant, c'est le travail humain qui est le seul producteur de la valeur, pour Karl Marx notamment. Donc Julien Materne va nous présenter la critique du travail et de la production industrielle qui est exposée à travers les différents articles de ce numéro, publié en 2008 aux éditions La Lenteur et qui est toujours disponible dans les bonnes librairies. Donc cet enregistrement est un peu ancien. Ce numéro date de 2008, donc il y a 8 ans maintenant. En fait, je l'ai ressorti de mon chapeau à l'occasion de la loi El Khomri, puisque c'est une loi qui réforme le code du travail. Il y a de nombreuses manifestations qui s'y opposent et maintenant des occupations de place. Et donc j'ai sauté sur l'occasion pour rediffuser cet enregistrement qui est toujours d'actualité puisqu'il traite du travail, de ses différentes formes, et surtout de ces transformations dans la société industrielle actuelle dans laquelle nous vivons maintenant. Voilà, Julien Materne commence en revenant sur le sens des mots qui bien souvent ne correspondent plus à la réalité qu'ils sont censés désigner, sachant que l'enregistrement débute un peu à brûle-pourpoint puisque ça commence comme ça. Je parlais de l'idée de représentation décalée et obsolète par rapport à la réalité. C'est aussi le cas plus généralement quand on parle de travail, du travail comme étant ce par quoi l'homme se réalise ou doit se réaliser. Quand on essaye de se référer à la morale du travail, le travail étant ce qui implique de l'effort, ce qui permet d'incarner sa personnalité dans des objets, etc. Bon, ce travail-là a complètement disparu aujourd'hui ou quasiment disparu. Et pourtant on continue à parler du travail en ces termes. On essaye d'habiter un monde qui n'est plus le nôtre, avec des valeurs humaines, mais qui sont plus du tout adaptées, quoi. Et par là, on se masque la réalité. Et c'est exactement la même chose, en fait, quand on parle de démocratie même représentative, alors que n'importe qui réfléchissant un peu sérieusement à la question sait qu'on n'est plus là-dedans. On est dans des formes d'oligarchie qui tolèrent certaines libertés, mais tant qu'elles n'ont aucune conséquence pratique. Mais on continue à parler de ce monde-là avec des anciens termes. Voilà, nous, on a essayé de faire ça sur la question du travail. Alors là, ce que tu précisais justement sur la question du travail qui pourrait être réalisation, etc., vous vous intéressez au début de l'article à des questions de définition. Alors vous différenciez plusieurs choses, la question de l'emploi, du métier, donc ce qui pose la question des savoir-faire, du salariat de façon séparée, etc. Et vous revenez notamment, pas uniquement sur Marx, mais aussi sur Hannah Arendt et sa conception du travail même de l'œuvre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot et comment vous articulez ça dans cette histoire? Oui, tout à fait. Alors, Arendt fait une critique de Marx parce que pour elle, Marx englobe sous la catégorie de travail l'ensemble des activités humaines et donc s'interdit de voir certaines évolutions qui sont décisives. Et en particulier ce qu'elle identifie comme le recouvrement de l'œuvre par le travail dans les sociétés modernes. Et qu'est-ce que c'est l'œuvre? Alors justement, donc pour elle, l'activité. Bon, moi je suis pas du tout. Je dis tout de suite, je suis pas du tout un spécialiste de Arendt, mais ce que j'en ai lu, c'est que pour elle, l'activité humaine, il y en a de trois types. C'est le travail, l'œuvre et l'action politique, pour le dire vite. Et le travail, ce qu'elle appelle le travail, c'est ce qui rattache l'humain au règne animal, en fait. C'est une activité naturelle de stricte reproduction de la vie, par opposition à l'œuvre, qui, elle, est la construction d'un monde humain, donc d'un artifice, en fait, d'un cadre matériel durable, à l'abri duquel peut se dérouler la production biologique et la vie en société. Lorsque l'homme travaille, il ne sort pas, en fait, tout à fait du domaine de la nécessité naturelle, des cycles de création-destruction que la nature lui impose. Son activité ne débouche sur aucun produit durable, ces produits étant immédiatement consommés et annihilés. Alors elle nous dit, c'est vraiment la marque de tout travail que de ne rien laisser derrière soi, et de voir le résultat de l'effort presque aussitôt consommé que l'effort est dépensé. Alors, exemple de travail, justement la production de nourriture, puisque on produit, en tout cas on aide la nature à produire des aliments, et qu'on consomme, de toute façon ils pourrissent si on ne les consomme pas, et puis il faut recommencer, sans cesse.
Arendt ne considère pas que le travail soit quelque chose de mauvais ou qu'il faut absolument réduire, quoi. Elle parle de bonheur ou de joie au travail comme étant la façon humaine la plus simple de goûter le bonheur de vivre et de s'inscrire vraiment dans le règne animal. Mais l'homme, il y a aussi l'œuvre. Alors qu'est-ce qu'elle appelle l'œuvre? C'est l'œuvre de nos mains, en fait. C'est l'ouvrage. C'est fabriquer un objet selon un modèle, avec un commencement et une fin, et un produit qui dure, qu'on peut transmettre éventuellement aux générations futures. L'usage auquel se prêtent les produits de l'œuvre, nous dit-elle, ne les fait pas disparaître. Il donne à l'artifice humain la stabilité et la solidité, qui seuls lui permettent d'héberger cette instable et mortelle créature, l'homme. Voilà, bon, c'est un peu lyrique, mais c'est l'idée. Alors, Arendt note que cette distinction entre travail et œuvre, elle existait dans l'Europe occidentale dans presque toutes les langues. Et alors, c'est en grec, on la trouve en grec, on la trouve en latin, on la trouve en allemand. C'est Arbeiten, le travail, et Werken, l'œuvre. Enfin, mais ce qui rejoint l'anglais aussi, labor et work. Voilà, on la trouve en anglais, et on la trouve bien sûr en français. Et elle nous dit que l'époque moderne, finalement, on peut la caractériser par la disparition de l'œuvre au profit du travail. Et c'est pour elle quelque chose de décisif. Alors, peut-être je peux vous lire ce passage qu'on a retenu et qu'on cite dans le livre pour parler de ce recouvrement, parce qu'elle trouve que c'est anthropologiquement une catastrophe. Elle nous dit, c'est comme si nous avions renversé les barrières qui protégeaient le monde, l'artifice humain, en le séparant de la nature, du processus biologique qui se poursuit en son sein comme des cycles naturels qui l'environnent, pour leur abandonner, pour leur livrer la stabilité toujours menacée d'un monde humain. Les idéaux de l'homo faber, c'est-à-dire l'homme qui fabrique des œuvres, fabricateur du monde, la permanence, la stabilité, la durée, ont été sacrifiés à l'abondance, à l'idéal de l'animal laborans, l'homme qui travaille. Nous vivons dans une société de travailleurs parce que le travail seul, par son inhérente fertilité, a des chances de faire naître l'abondance. Et nous avons changé l'œuvre en travail, nous l'avons brisée en parcelles minuscules jusqu'à ce qu'elle se prête à une division où l'on atteint le dénominateur commun de l'exécution la plus simple, afin de faire disparaître devant la force de travail l'obstacle de la stabilité contre nature, purement de ce monde, de l'artifice humain. Alors dans ce passage, en fait, elle nous permet aussi de faire le lien avec l'analyse marxiste du capitalisme, puisque en fait, la transformation de l'œuvre en travail est presque une condition pour que la dynamique de profit et d'accumulation sans cesse de capital, de création de richesse, puisse se poursuivre. Parce qu'à un moment donné, cette accumulation sans limite, qui est la dynamique du capital, elle demande une richesse de plus en plus instable, fragile, périssable, pour que cette espèce de soif d'extension infinie du capital puisse se réaliser dans quelque chose. Exemple typique de ça, c'est, on voit bien depuis les années 60, l'obsolescence programmée des produits de la grande industrie, qui nous force à acheter des lave-linges, des congélateurs, je ne sais quoi, des ordinateurs surtout. On sait très bien que leur obsolescence est en grande partie programmée, les voitures. Même les ampoules, non ? Même les ampoules, non. Donc il y a cette distinction entre œuvre et travail chez Arendt, elle est tout à fait compatible avec ce que voyait Marx, mais simplement elle apporte quelque chose en plus. Elle apporte quelque chose en plus parce qu'elle pointe le changement dans la nature même de l'activité humaine qu'amène le processus d'accumulation, l'idéal de l'abondance. Donc nous reprenons notre émission consacrée ce soir au travail mort-vivant, thème de la revue Notes et morceaux choisis, fondée et dirigée par Bertrand Loire, avec donc Julien Materne qui a intensément participé à ce numéro, notamment dans un article sur donc cette question du travail mort-vivant. Alors tu as dit tout à l'heure un petit peu, tu as parlé de la critique de la séparation, de la question du recouvrement de l'œuvre, donc comme entre guillemets travail épanouissant, productif, même si le mot n'est pas exact, et le travail qui serait une pure activité reproductrice nécessaire à la vie, donc du recouvrement de l'œuvre par le travail à partir des concepts d'Hannah Arendt et de Marx. Est-ce que tu voulais peut-être ajouter un mot sur cette question, j'ai cru comprendre ? Oui, non, mais simplement pour dire que
cette distinction nous permet de qualifier notre société de désœuvrement généralisé. Puisque le travail a perdu, enfin l'activité humaine a perdu quasiment toute dimension d'œuvre. Et un autre élément qui, je pense, qui est assez intéressant chez Arendt, c'est que elle nous dit que l'époque moderne, finalement, une époque moderne avec sa radicalisation actuelle, elle croit être un monde très humanisé, alors qu'en fait, un monde très humanisé serait un monde qui donnerait sa place à l'œuvre. Et donc notre société du travail est en fait une société qui a régressé. Pourquoi elle a régressé ? Parce qu'elle est complètement focalisée sur l'impératif d'abondance, quoi. Sur la promesse de l'abondance, l'impératif de fertilité, de renouvellement, et qui fait que on produit toujours plus et toujours plus de choses complètement éphémères, dans le seul impératif d'en faire plus, quoi, d'augmenter les chiffres. Alors ça, je trouve très intéressant cette question-là que tu poses, parce que je crois que c'est en lien avec la question du productivisme, et dans l'article, vous parlez notamment de légende dorée et de légende noire du capitalisme. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces deux façons de présenter les choses, et ensuite on verra comment éventuellement mettre ça en lien avec les options politiques qui peuvent s'ouvrir à nous aujourd'hui? Oui, mais c'est très simplificateur, mais on a identifié en gros deux manières d'expliquer l'avènement des sociétés du travail, à la fois au sens de Arendt et au sens de Marx, des sociétés capitalistes. Il y a d'un côté, pour aller très vite, mais les libéraux qui défendent l'idée que les sociétés humaines se sont lancées dans l'industrialisation parce que sur la base d'une promesse d'abondance. C'est cette promesse qui explique pourquoi les masses laborieuses ont accepté de se dessaisir de leur pouvoir, et d'aller travailler dans les usines, dans les mines, etc. Ils ont accepté tout ça pour accéder à la consommation de marchandises, de biens qui autrefois étaient réservés aux classes supérieures. Donc c'est cette manière qu'on explique un peu, enfin que les libéraux expliquent l'avènement du capitalisme. Alors, il est très tentant de railler cette idée, mais cela dit, si on s'intéresse un peu historiquement à ce qui s'est passé, c'est vrai que la promesse de l'abondance, elle a un rôle. L'idée que on pourra accéder aux richesses, qui dans les faits souvent étaient de la camelote, hein, mais ça joue un rôle, quoi. Mais évidemment, on peut dire que le rôle principal, il a été joué par la force. Et ça, c'est la légende noire du capitalisme, qui est beaucoup moins une légende que l'autre. C'est ce que Marx, Edward Thompson aussi, Rosa Luxembourg, enfin beaucoup ont insisté sur le caractère vraiment barbare et brutal avec lequel on a dû exproprier, on a dû forcer, assassiner les gens, hein, pour imposer les premières étapes du développement industriel. Marx d'ailleurs lui-même avait parfaitement bien vu le caractère horrible de cette affaire-là. Il avait bien vu que le développement du capitalisme faisait appel aux pires instincts de l'humanité, mais lui par contre au final, il avait quand même un avis assez ambigu là-dessus, parce qu'il n'était pas loin de penser que c'était une étape nécessaire. Étape nécessaire, monstrueuse mais nécessaire, parce qu'elle permettait de mettre fin ou d'en finir avec des sociétés parfois équilibrées, mais en tout cas médiocres. Et donc c'était une étape nécessaire pour atteindre le communisme, à savoir à la fois l'abondance et l'égalité. Vous revenez sur une autre idée aussi dans cet article sur la question du travail mort-vivant, qui est l'idée qu'il y aurait aujourd'hui une crise du travail. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de quoi il s'agit ? Parce que j'imagine pas que vous défendez des choses comme travailler plus pour gagner plus, ou la France qui se lève tôt, ce genre de choses, des espèces de banalités qu'on entend à longueur de temps. Qu'est-ce que vous désignez par ce que vous appelez crise du travail ? Mais la crise du travail, c'est tout simplement, c'est l'essence même, c'est complètement inhérent au capitalisme. La dynamique capitaliste a besoin de travail, donc elle a besoin de mettre au travail les gens, et en même temps, on a besoin de remplacer le travail humain par des machines parce que ça coûte moins cher, pour aller très vite. Donc il y a un autre mouvement d'aspiration et de refoulement du travail humain qui fait qu'en fait on est toujours dans une crise. Mais simplement, c'est vrai que l'idée de crise du travail ou même de fin du travail, c'est quelque chose qui est monté en puissance depuis les années 70, qui a été défendu. Par exemple, Rifkin a fait son fameux livre dans les années 90 où il pronostiquait la fin du travail. Et l'idée, c'est que jusque dans les années 70, la tendance à la mécanisation et donc à la destruction, au remplacement du travail humain par des machines, avait toujours été contrebalancée par l'ouverture de nouveaux marchés. Alors, ouverture de nouveaux marchés, soit dans les sociétés elles-mêmes, c'est-à-dire que on fait acheter aux masses populaires des choses qu'auparavant elles faisaient
toute seule de façon autonome, soit ouverture de nouveaux marchés à l'extérieur. On va vendre des produits à l'étranger. Donc c'est comme ça que la tendance, la crise mécanique du travail était retardée en fait. Mais à partir des années 70 et surtout 80, avec l'arrivée de l'informatique, qui permet d'automatiser des aspects de gestion dans la production, eh bien, il y a une espèce d'accélération de l'obsolescence humaine au travail, qui fait que l'économie a de plus en plus de mal à trouver de nouveaux gisements, de nouveaux marchés, de nouvelles voies de croissance, quoi. Et qui fait que, il y a effectivement une tendance à un chômage latent qui est plus ou moins compensé, plus ou moins dissimulé, plus ou moins trituré dans les chiffres, mais c'est quelque chose de très lourd, une tendance très 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 lourde depuis un moment, quoi. Et est-ce que vous rattachez la notion de désœuvrement dont tu parlais tout à l'heure à cette idée de crise du travail ? Oui, parce qu'en fait, la notion de désœuvrement, c'est une notion beaucoup plus large que cette idée de crise du travail. Parce qu'il y a une crise du travail au sens où il y a de moins en moins de tâches humaines qui sont rentables du point de vue du capital. Ça c'est un fait. Mais il nous semble encore plus important de montrer que même les gens qui sont au travail, même les gens qui peuvent être rentables du point de vue du capital, encore aujourd'hui, et il y en a de moins en moins, et bien même ceux-là, quelque part, ils sont tout aussi désœuvrés que les autres. Ils ont une place plus enviable en quelque sorte puisqu'ils ont un salaire, ce qui n'est pas négligeable, mais ils sont complètement désœuvrés. C'est-à-dire que leur travail n'a pas plus de sens que pour les gens qui n'en ont pas. Non. Vous citez d'ailleurs quelques exemples assez bien choisis, je trouve. J'ai malheureusement pas le paragraphe en tête, mais ça, chacun peut en voir autour de lui. C'est pas de travaux en effet qui sont très loin d'avoir du sens. Par rapport à cette question donc de crise du travail, qu'est-ce qui selon vous serait souhaitable dans cette optique d'imaginer d'aller vers plus d'abondance, ou est-ce que c'est quelque chose de cet ordre-là qu'il faut remettre en question ? Oui, devant la crise du travail, qui est une crise économique très très profonde, en gros, on a distingué des positions de droite et des positions de gauche. La position de droite, celle qui est défendue par le grand patronat et toute la classe intellectuelle qui gravite autour, ça consiste à dire qu'il faut que la classe ouvrière, il faut que les salariés des pays occidentaux fassent des sacrifices pour pouvoir être compétitifs par rapport aux autres, par rapport aux autres pays. Donc c'est une position tout à fait classique, et ça va en gros de la droite au PS, parce que le PS dit pas grand chose d'autre en fait. Un peu moins radical, mais dit pas grand chose d'autre. Elle est convertie à l'impératif de concurrence internationale. Donc voilà, il faut faire des concessions pour être compétitif, pour pouvoir avoir encore le maximum de ces quelques postes encore rentables du point de vue du capital. Alors ensuite, les positions de gauche, il y en a de deux types. Enfin, de notre point de vue, il y en a deux types assez contradictoires entre elles. La première, c'est une position de gauche classique. Bon, c'est celle, du point de vue médiatique, ce serait l'extrême gauche, mais en fait, c'est la position de gauche classique. Ça consiste à dire, il faut une espèce de grande relance, parce que le travail, c'est le socle de nos sociétés. Donc, il faut faire une grande relance économique avec des investissements, de la consommation, pour que on reparte en fait comme dans les 30 Glorieuses, dans quelque chose, dans un processus qui donnera du travail à beaucoup plus de gens et qui leur permettra en plus de jouir des fruits de cette production. Et puis l'autre position, toujours de gauche, mais ça consiste à dire, non, souvent porté par des écologistes, ça consiste à dire, non, il faut pas faire ça, parce que, en gros, il y a déjà suffisamment d'autoroutes en France, on va pas se lancer dans des grands travaux de ce type, il y a en fait suffisamment de choses qui sont produites, et simplement, il faut prendre acte de l'abondance, en fait, qui est permise par la société industrielle, et la répartir de façon beaucoup plus équilibrée, de manière à ce que, à découpler la participation à l'abondance du travail. Donc réduire considérablement le travail, le partager éventuellement, parce qu'en fait tout est déjà là. Ce qu'il faut, c'est répartir l'abondance. Et ça, c'est les deux positions de gauche qui s'affrontent un peu. Et donc par rapport à ça, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dégager et qu'est-ce que vous détaillez dans l'article ? Parce que justement ces lignes de fuite sur qu'est-ce qui peut être envisageable sont assez intéressantes et
justement assez peu commune dans ce paysage politique. Parce que là, si je caricature un petit peu, d'un côté on aurait le droit à la paresse, et de l'autre côté, je sais pas comment dire, oui comme tu dis, une relance, une certaine travaillons tous pour gagner tous plus ou quelque chose comme ça, je sais pas. Oui. Bon la relance, c'est pas tellement la peine de s'attarder dessus. Enfin, ça consiste à idéaliser en fait la période des 30 Glorieuses, qui était vraiment pas si idéale que ça. Et surtout donc à ne pas voir toutes les catastrophes en chaîne qui sont engendrées, y compris par ce qui a été mis en place par durant les 30 Glorieuses sur la question agricole. C'est très assez criant. Donc ça, c'est pas la peine. Et l'autre position, le droit à la paresse, quoi, disons, hein, grâce à l'abondance marchande, il nous semble que ça relève d'une méconnaissance à la fois des besoins fondamentaux de l'homme, et en particulier de ce besoin de se réaliser dans des œuvres, et en même temps d'une méconnaissance de ce que c'est que cette abondance-là, produite par ce monde industriel, qui est une abondance à la fois qui s'apparente la plupart du temps à de la camelote, et qui en plus très nuisible du point de vue de ses retombées écologiques, et qu'il est totalement impossible de fabriquer sans avoir des retombées catastrophiques. Donc ce qu'on dit, c'est que cette abondance est une fausse abondance, est une fausse richesse, et que la première chose à faire, c'est d'être beaucoup plus lucide sur les produits de la société industrielle, avant d'imaginer de les répartir pour tous, quoi. Donc vous remettez en cause la question même du mode de production industrielle. Oui, bien sûr on remet en cause ça, mais comme beaucoup de gens l'ont remis en cause depuis pas mal de temps, depuis les années 60. Illich, par exemple, a dit des choses assez claires très vite. Mais même André Gortz, qui ensuite a un peu changé d'avis, a dit des choses là-dessus. Donc des gens très modérés. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de gens plus radicaux qui ont dit des choses encore plus intéressantes, mais même des gens très modérés ont critiqué la division industrielle du travail et la mécanisation à outrance, bien sûr, et les produits de tout ça, en montrant justement que cette tendance-là n'avait rien de rationnel. Que les transports de masse finissaient par créer de l'immobilité. C'est Illich qui l'a montré notamment. Oui, on critique bien évidemment tout ça, mais on n'a aucune solution. Enfin, je m'empresse de dire qu'on n'a aucune solution en particulier. Hein. Mais qu'un monde pour lequel il vaudrait la peine de se battre serait un monde de toute façon où la distance entre l'activité humaine et ses produits serait déjà beaucoup moins grande, quoi. Donc ce serait pas du tout un monde où personne ne travaillerait, par exemple, parce qu'il suffirait d'appuyer sur un bouton et on aurait tout ce qu'il faut, qui nous tomberait tout cru. Ça, c'est clair que non. Ce qui est un peu quand même le rêve qui nous est promis par beaucoup, y compris à l'extrême gauche. Et ce qui est un peu dommage. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de -1 qui est aujourd'hui consacrée au travail mort-vivant. C'est le titre d'une petite revue qui s'appelle Notes et morceaux choisis, bulletin de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle. Et voilà, c'est un numéro qui est paru en automne 2008, mais qui est toujours d'actualité avec la loi sur la réforme du Code du travail. Aujourd'hui, c'est Julien Materne qui est un des auteurs d'un article dans ce numéro de revue qui nous présente l'ensemble. Et on va encore rester avec lui pendant une vingtaine de minutes. Il va nous présenter le reste des morceaux choisis, les petits textes qui accompagnent cette réflexion sur le travail et ses transformations dans la société industrielle actuelle.
prévu de vous lire un petit passage croustillant de Michel Onfray afin de laisser la possibilité à Julien de discuter des idées qu'il défend, mais une question téléphonique nous a été soumise pendant la pause musicale d'une personne qui demandait si on ne pouvait pas considérer les centrales nucléaires comme des œuvres, de la façon dont tu as défini l'œuvre et le travail à partir de Hannah Arendt notamment. Je ne voudrais pas parler à la place d'Hannah Arendt, mais je ne sais pas si elle s'est exprimée là-dessus. Oui, d'une certaine manière, oui. Puisque, effectivement, ce sont des œuvres, ce sont des objets, des réalités malheureusement durables, comme on sait. Très durables. On peut même dire que c'est des réalisations guidées. C'est la réalisation matérielle de théories. Donc oui, ce sont des œuvres, mais en même temps, ce sont des œuvres complètement hors de portée des gens ordinaires. Et ça, c'est une grosse différence. Ce sont des œuvres... personne ne peut fabriquer de l'énergie nucléaire tout seul dans son coin. C'est la demande, tout de suite la mise en marche, la mise en mouvement d'énergie humaine, financière, matérielle considérable. Donc on est déjà dans une société de masse, complètement, en tout cas non démocratique. Nos sociétés modernes, effectivement, mettent tout leur génie, ont mis tout leur génie et leur volonté de réaliser des idées dans les machines, dans les usines, dans la production de centrales. Effectivement, il y a cette idée de réaliser. Alors, il y a l'article de Bertrand Loire là-dessus qui est très intéressant, qui s'appelle ITER ou la fabrique d'absolu. Justement, où il montre bien comment c'est le rêve de mettre en œuvre la fusion nucléaire relève de ce fantasme de réaliser l'absolu sur Terre. De faire descendre, en fait, puisqu'il s'agit de faire descendre des conditions qu'on ne trouve que dans le Soleil, enfin dans les étoiles, et de les faire vraiment descendre sur Terre, et de les mettre au service de l'homme. C'est vrai que c'est malheureux, c'est triste, mais il y a une part du génie et de l'ambition de nos sociétés qui passe là-dedans. Alors évidemment, Bertrand Loire montre que ce qui est jamais dit ou jamais vu dans ce genre de projet, c'est le côté anthropique. Le fait qu'on n'a jamais rien pour rien, et donc des ambitions démesurées se payent forcément à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, même si on fait tout pour le cacher, de conséquences elles-mêmes démesurées. Par rapport à cette histoire d'œuvre, et ce qu'on pourrait pas justement dire, ce qui rejoint la critique du travail que vous faites, que justement plus l'époque moderne s'efforce de mettre ses œuvres dans des procédés et des processus gigantesques, plus ces œuvres ne sont plus accessibles au commun des mortels, et qui sont donc réduits à uniquement faire ce que vous avez appelé du travail avec un grand T, c'est-à-dire le travail aliéné au sens... ce serait un petit peu ça l'idée. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à la fois pour contribuer à la production et la reproduction de ces œuvres, et également pour consommer les produits de ces œuvres, savoir les marchandises, puisque on n'en a pas parlé, mais il y a toute l'entreprise de conditionnement de masse qui est la publicité, le marketing. En fait, on transformait les loisirs ou la simple consommation en une forme de travail également. Avec des exigences et des rythmes à suivre. Donc ces questions, justement, aussi bien la question de la personne au téléphone, mais toutes ces questions qu'on aborde là sur la question de l'industrie, et tu faisais le lien juste avant la pause musicale avec celle de la science, et là tu l'as fait aussi par rapport au génie humain, la création de ces œuvres. Je voulais donc citer un petit passage issu d'un entretien avec Michel Onfray, entretien intitulé « Le génie des gens de cheval ne se perdra pas ». Donc Michel Onfray qui dit « L'intelligence humaine est sans limite, et ses objets ne sont pas limités. Je crois à la présence en l'homme d'un profond désir de savoir, à ce que les philosophes appellent la libido sciendi, l'envie de connaître. Travailler au recul des limites de l'ignorance, contribuer à l'avancement de la science, faire croître les informations, les savoirs, augmenter la maîtrise de la nature. J'y vois moins un jeu intellectuel ou l'affirmation gratuite d'un pouvoir que le besoin viscéral de conjurer l'angoisse du vide, de l'ignorance, de la méconnaissance. Or, ce besoin définit l'humain en l'homme, c'est ce qui le distingue de l'animal. » Et il continue un peu plus loin, et après je m'arrête. « L'opinion publique est toujours en retard sur la pointe avancée de la recherche scientifique. S'il faut attendre que cette dernière soit prête, c'est-à-dire que l'opinion publique soit prête, on attend longtemps et vainement. Il faut que les chercheurs et les scientifiques pratiquent avec audace, à rebours de l'actuelle religion du principe de précaution, qui est surtout très utile pour immobiliser tout, entraver la recherche et empêcher le progrès. » Sans commentaire. On dirait
une brochure de Monsanto ou alors un communiqué de l'Académie des sciences. Est-ce que tu penses donc que cette idée ce qu'il appelle donc la libido siendi, l'envie de connaître, est-ce que tu penses que la science c'est justement l'expression de cette libido siendi? Est-ce que donc tu penses que c'est légitime de justifier toute avancée par un principe qui serait que le savoir guide l'être humain, ou est-ce que justement vous essayez de poser les questions différemment? Non, mais la première des choses à dire, je pense, par rapport à ça, c'est que il s'agit pas du tout de connaissance. Ce à quoi se réfère Michel Onfray, c'est-à-dire le clonage, ça n'a rien à voir avec la connaissance du vivant, qui elle implique une observation, une patience. C'est une espèce de bricolage à l'échelle industrielle, avec des résultats très médiocres, des conséquences souvent catastrophiques. Donc on est dans un discours de justification, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe réellement. Donc c'est surtout ça qu'il faut dire. La connaissance du vivant elle-même ne peut pas se réduire à ce qu'en disent les généticiens. Le vivant n'est pas réductible à une machine, en fait, à un ordinateur. Il s'agit de ça. L'idée de programme génétique, c'est quelque chose qui est importé de la pensée informaticienne. Le vivant, évidemment, est beaucoup plus complexe, mais il n'empêche que beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts sont déployés pour essayer de forcer le vivant selon cette logique-là, et que ça a des effets, ça a des résultats, mais ils sont généralement pas bien beaux à voir. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, ces bouts d'entretien avec Michel Onfray reproduits dans la revue ont été intitulés « Le génie des gens de cheval ne se perdra pas ». Et donc c'est en rapport au clonage. Michel Onfray termine en disant oui, même si maintenant ça se fait par le clonage et plus par l'élevage des animaux, tout ce que savent faire les éleveurs aujourd'hui pour élever, justement pas produire des chevaux, tout ça se perdra pas. Quelle serait ta position par rapport à ces questions de savoir-faire, de science, vu qu'il défend texto? Alors si je retrouve, comme il le dit, tout ce génie des gens du cheval ne se perdra pas. Les jeunes générations tiendront les mêmes débats que les anciennes, certes, non plus dans les cours de haras, au marché aux chevaux, au cul des bêtes, au café du village le plus proche du haras, mais, c'est là que c'est intéressant, dans l'arrière-salle d'un labo, dans le couloir d'un centre high-tech. Oui, la réponse est que dans l'arrière-salle d'un labo, dans des laboratoires high-tech, la plupart du temps, on fait du calcul, essentiellement. Et on discute très peu. Lui voit une continuité entre les premiers tâtonnements de l'agriculture au néolithique et puis le passage au laboratoire. Et je pense beaucoup plus qu'il y a une rupture et une régression. Parce que le savoir-faire des éleveurs, il s'élabore pas à partir de rien, il s'élabore à partir d'une coexistence, d'une longue pratique et d'un contact physique, sensible, répété avec les animaux et avec d'autres éleveurs d'ailleurs. C'est tout à fait aux antipodes du scientifique devant sa paillasse de laboratoire. Où là, on est au contraire dans une situation où l'objectif c'est la maîtrise totale de tous les paramètres et l'expérimentation pure, c'est tout à fait autre chose, C'est ça qu'on appelle la technoscience. Est-ce que tu veux ajouter autre chose sur ces questions de science, de progrès, d'industrie? Sur l'agriculture, oui, parce que ce dont parle Onfray, en fait, c'est un exemple, un versant de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'artificialisation totale de la production de nourriture, et la destruction du savoir-faire paysan, de ce qu'il en reste. L'idée qu'en fait on va appliquer des méthodes complètement scientifiques, informatiques, en fait, à la production du vivant, ça s'incarne aussi dans le puçage généralisé des animaux. Là, on va considérer que le rapport normal de l'éleveur à ses bêtes, c'est en fait le calcul sur ordinateur. Et c'est pas la connaissance directe fondée sur l'expérience sensible. Donc on va mettre des puces, et puis on va considérer que les ordinateurs, les fichiers, les logiciels d'optimisation sont à même de gérer au mieux l'activité agricole, Et c'est une catastrophe. Une fois que les savoir-faire sont perdus, on a beau les consigner dans les livres, on les retrouve pas facilement. Tout ça a mis des centaines et des centaines d'années à se constituer très patiemment, de manière assez mystérieuse d'ailleurs. Il y a comme ça une espèce de fuite en avant. On coupe en plus les amarres, et c'est tout à fait terrifiant. Et en plus avec une espèce là dans le cas de Michel Onfray, une espèce de folie véritablement, de méconnaissance, et de délire un peu, de rêve fou.
traditionnellement, la gauche, et même au-delà de la gauche jusqu'au mouvement anarchiste, a toujours défendu l'émancipation. Je ne sais pas si c'est un terrain glissant, mais dans l'émancipation, il y a cette idée d'en finir avec les limites, d'en finir avec les frontières, de sortir hors des cadres. Est-ce que tu penses que c'est un concept qu'il faut mettre à la benne avec le reste ? Est-ce que, au contraire, tu penses que c'est quelque chose qu'il faut garder ? Est-ce que tu penses qu'il faut le redéfinir ? Partout, dans la pub, ailleurs, on vante en permanence la fin des frontières, la fin des limites, que ce soit pour vanter, je sais pas quoi, la vitesse d'une connexion Internet, la possibilité d'aller dans une voiture qui permet d'en finir avec toutes les limites de distance de paysage, qu'on peut être instantanément où on veut, etc. Permanence, cette idée de fin des frontières, des limites. Je crois qu'il y a pas longtemps je sais pas quelle pub pour un obscur objet technologique du style écouteur, baladeur numérique qui disait nos limites, téléchargement limité ou je sais pas quoi, bref. Cette idée de fin des limites revient tout le temps. Et je me demandais jusqu'où il y avait une adéquation avec l'idée d'émancipation qui traditionnellement vise justement à en finir avec tous les carcans de la société. Non, mais déjà la première chose à dire, c'est que dans les faits, il y a des limites. Surtout pour les plus pauvres. Dans les faits, c'est une idéologie qui est mensongère. Mais après, c'est vrai que si l'émancipation, effectivement, ça consiste à abolir toutes les limites, c'est sûr que c'est une idée très dangereuse. Mais je pense beaucoup plus que la question, c'est de savoir qui fixe les limites ou comment est-ce qu'on peut faire évoluer les limites. Est-ce que les limites nous sont imposées ? Est-ce qu'on peut les faire varier, évoluer ? Comment En fait, c'est des questions politiques, quoi. Une partie de la gauche, une partie du mouvement ouvrier a rêvé ça. Je ne crois pas que tout le monde est souscrit à cet idéal-là. Mais c'est pas parce qu'on renonce à cet idéal fallacieux qu'on renonce à l'idée d'émancipation ou d'autonomie. Mais simplement, il faut les poser en intégrant l'idée limite. Mmh. Oui, c'est exactement ce que tu dis. Je crois que c'est dans l'introduction du numéro, il y a une citation qui dit « Émanciper, c'est libérer des mauvaises contraintes, ce n'est pas détacher, c'est attacher mieux ». Du coup, ça rejoint aussi une autre question qui traditionnellement était au contraire un peu conspuée par la gauche, notamment évidemment depuis les tristes épisodes français des années 40, qui est celle de l'enracinement, où historiquement il y a une époque c'était vraiment attaché, alors le mythe du retour à la terre, tout ça, vraiment du côté du pétainisme malodorant, il y avait des choses là-dessus, mais aujourd'hui, comment tu verrais ces questions-là ? Alors évidemment il y a aussi des articles un peu là-dessus dans le numéro, mais justement l'idée d'enracinement, est-ce que pour toi, là j'aurais envie de poser la question inverse de celle liée à l'émancipation, est-ce que tu penses que c'est une idée à mettre à la benne, comme on a surtout historiquement beaucoup pensé dans l'histoire des mouvements émancipateurs, ou est-ce que tu penses que justement c'est peut-être plus complexe ? Mais toi t'en penses quoi ? Ça c'est de la triche, on peut pas demander à l'animateur. Oui, c'est vrai, non mais c'est une question compliquée. Bon, il y a un article qui est dans le numéro Notes et morceaux choisis qui s'appelle « Lettre d'un Français aux Roumains qu'on empêche de traire leurs vaches à la main ». C'est Patrick Marcolini qui a écrit ça. Il s'adresse en fait aux paysans roumains qui sont beaucoup moins avancés que nous en matière d'artificialisation et de destruction de la paysannerie. Et bon, il essaye d'expliquer pourquoi c'est à partir de ça, de cette expérience-là, de la paysannerie, qu'on peut penser une amélioration politique et qu'il faut surtout pas y renoncer, quoi. Et il essaye de tenir ce discours sans tomber dans ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une espèce de résurgence pétainiste, mais honnêtement je pense vraiment pas que ce soit un danger aujourd'hui. Et le pétainisme lui-même était largement idéologique par rapport à ça, puisque ça a été un régime qui a été très très violemment modernisateur dans les faits. Il y avait tous les mouvements, le mouvement nazi aussi a manié à un moment donné un discours anti-capitaliste, même parfois avec des côtés un peu anti-modernes, mais dans les faits, ça n'a pas du tout été ça. Il y avait la quête de puissance qui était érigée en idéal. Il y avait on a construit des autoroutes, et en France c'est du même ordre, quoi. Donc il faut faire attention aussi. Il y a les idées, les idées qui sont proclamées, et puis derrière il y a la réalité. C'est pas parce que des gens à un moment donné se sont réclamés de l'enracinement pour faire quand même en grande partie l'inverse que ça discrédite cette idée. Après, c'est quelque chose de difficile à manier, surtout aujourd'hui, parce que parler d'enracinement aujourd'hui alors que de fait plus rien n'est enraciné,
on risque très vite de tomber dans une espèce de fausse conscience, quoi. Et éventuellement de se poser en personne enracinée, ça va aller très vite vers la xénophobie, par exemple. Alors qu'on ne l'est pas du tout. Pas du tout. Enfin, plus personne n'est enraciné aujourd'hui. Très peu de gens, de manière marginale. Mais c'est une question complexe, hein, j'ai pas de réponse là-dessus. Notre invité de ce soir, Julien Materne, pour le numéro auquel il a participé de la revue Notes et morceaux choisis, dirigé par Bertrand Louard, numéro intitulé Le travail mort-vivant. Donc on a longuement parlé de ces questions, on est revenu sur l'article que tu as coécrit, Remarques laborieuses sur la société du travail mort-vivant. Tu as parlé tout à l'heure de ITER ou la fabrique d'absolu, de la question de la science, de l'industrie, de la construction d'œuvres aussi gigantesques qui en même temps dépossèdent les individus de leur rapport et de la possibilité de produire des œuvres. Il y a un article des notes donc lié à ce thème du travail mort-vivant sur lequel on n'est pas revenu pour l'instant. Est-ce que dans les quelques minutes qui nous restent, tu aurais quelques mots à en dire? L'article intitulé Liberté privée, intensité collective et autonomie politique. Dans quelle mesure cet article s'insère dans cette réflexion sur le travail mort-vivant? Il développe une problématique plus large que celle du travail, il me semble, mais c'est lié quand même à l'idée de désœuvrement. C'est-à-dire qu'il essaye d'éclairer à travers le parcours de Sébastien Hafner, qui a écrit Histoire d'un Allemand, donc c'est son parcours entre 1914 et 1933. Il essaye d'éclairer notre époque à partir d'une époque passée, et notamment le fait que notre époque génère toujours plus de frustration et d'ennui, en fait. Donc on est là sur le désœuvrement, donc non seulement au travail, mais aussi au niveau des loisirs, dans la consommation. C'est-à-dire que les produits de ce travail mort-vivant ne suscitent pas plus d'enthousiasme, en fait, de la part de ceux qui ont accès. Et pour les autres, c'est plutôt de la frustration. Donc cette idée, en fait, c'est une vieille idée, hein, c'est une vieille critique, puisque dès le 19e siècle, on a vu se développer la critique des sociétés industrielles comme étant des sociétés où la rationalisation du travail, la destruction en fait du travail artisanal, ce qu'on a appelé le désœuvrement, dépossède toujours plus les populations humaines d'un certain nombre de vertus, de possibilités d'aventure, d'expérimentation, de dépassement de soi, et de réalisation de soi. Donc c'est quelque chose qu'on trouve déjà au 19e, quelque chose qui s'accroît tout au long du 20e siècle et qui aujourd'hui est très très fort. Bon, des exemples comme ceux d'Hafner, ça nous montre qu'en fait les populations humaines, quand elles sont dans l'impossibilité de trouver à incarner ces vertus-là, elles vont les chercher ailleurs. Et pas forcément de manière émancipatrice, pour reprendre un mot qu'on avait trouvé tout à l'heure. C'est-à-dire que dès le 19e, on a vu la critique du désœuvrement tomber dans certaines formes de militarisme. C'est-à-dire qu'on allait chercher l'intensité collective qu'on avait perdue au travail dans des formes d'embrigadement collectif dirigées contre autrui, militarisées, culte de la force, etc. On peut expliquer aussi le succès du sport moderne de masse, c'est un peu comme ça aussi. C'est aller chercher ailleurs, ce qu'on ne peut plus trouver dans le travail. Alors, je rappelle, hein, c'est vraiment l'expérimentation, la réalisation de soi, le courage, l'intensité, la compétition, toutes ces choses-là. Et donc, la critique de l'ennui, ça peut déboucher sur des choses magnifiques, hein, la remise en cause globale de l'organisation sociale et la recherche de formes d'organisation où chacun et les gens les plus ordinaires pourraient avoir accès à ces formes de réalisation de soi. Mais ça peut aussi déboucher sur d'autres choses, d'autres revendications beaucoup moins intéressantes de notre point de vue. Et le militarisme, une partie du fascisme, c'est ça aussi. Voilà, et on n'est pas à l'abri non plus aujourd'hui de voir ces choses-là. C'est ouvert, parce qu'on est dans une société vraiment qui s'ennuie. Enfin, quand elle en a le temps, quand elle n'est pas complètement harassée par les exigences de la société industrielle, s'ennuie.
Vous écoutez Radio Zinzine, c'était donc Julien Materne qui nous présentait le numéro 8 de Notes et morceaux choisis, le bulletin de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle. Numéro 8 intitulé Le travail mort-vivant. Voilà, il y a 3 articles principaux qui constituent les notes, les remarques laborieuses sur la société du travail mort-vivant par Mathieu Amièche et Julien Materne. ITER ou la fabrique d'absolu par Bertrand Loire, c'est donc sur le projet de réacteur à fusion thermonucléaire qui est en cours de construction encore aujourd'hui à Cadarache. Liberté privée, intensité collective et autonomie politique par Aurélien Berland. Et en morceaux choisis, il y a tout un ensemble de petits articles assez distrayants et un peu sur les thèmes proches, et notamment d'ailleurs un extrait de Violence dans les porcheries de Jocelyne Porcher qui est connue sur les ondes de Radio Zinzine puisqu'elle a déjà été interviewée plusieurs fois suite au puçage des animaux, etc. Donc voilà, je vous propose maintenant d'écouter vite fait une présentation d'un autre ouvrage, une autre histoire des 30 Glorieuses. C'est un ouvrage collectif qui se propose de revenir sur l'historiographie de la période d'après-guerre, avec des contributions de différents historiens et historiennes, d'histoire environnementale, d'histoire des sciences et des techniques, et d'histoire des mouvements sociaux et des intellectuels. Les 30 Glorieuses, c'est une expression qui semble parler d'elle-même, aller de soi. C'était le bon temps, c'était la démocratisation de la voiture, de la viande, l'entrée dans une société de consommation et de production de masse, l'électroménager qui devait libérer la femme, le bien-être, le bonheur. C'est un récit très nostalgique qui domine aujourd'hui quand on évoque cette période. Et le propos de ce livre, c'est de se demander si c'est pas aussi une histoire largement mythifiée et qui contribue à nous aveugler sur les racines de la crise sociale, environnementale actuelle. Car le monde que nous vivons aujourd'hui n'est-il pas le fruit de choix technologiques, politiques, économiques qui furent faits à cette époque et dont on subit aujourd'hui les conséquences, que ce soit en matière de maladies, de cancer, de pollution. Est-ce que ce ne sont pas les conséquences aussi de cette modernisation ? Et donc c'est un des propos de ce livre que de proposer de réintégrer dans les discours historiens les externalités de ce progrès, et même plus de les mettre au centre du récit et de les prendre comme objet d'histoire. Alors un autre des objectifs de l'ouvrage, c'est de redonner voix aux alertes, aux conflits, aux controverses qu'il y a pu y avoir à l'époque, sociales, environnementales. Donc de redonner voix aux résistances, aux critiques qu'il y a pu y avoir à l'époque et qui ont été certainement bien plus importantes et bien plus diverses que ce que les historiens et les historiennes ont pour l'instant mis à jour et été cherchés. Alors que ce soit dans des milieux artistiques et intellectuels comme les situationnistes, que ce soit les plaintes de pêcheurs par exemple contre la pollution des rivières, que ce soit à l'intérieur des syndicats eux-mêmes qui n'ont pas été aveugles à ces mots du progrès, que ce soit dans des milieux chrétiens et personnalistes autour de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul par exemple, jusqu'à l'intérieur du Parti communiste qui a été largement traversé par les débats sur les choix politiques et techniques qui furent pris à l'époque. Tous ces objets d'histoire qui ne sont pas encore complètement constitués comme objets, est-ce que les historiens et les historiennes n'ont pas été aussi aveuglés et pris dans ces lorgnettes modernisatrices, en ce sens qu'ils se sont largement focalisés, quand on regarde par exemple les classiques aujourd'hui sur la période, ça reste une histoire très quantitative, très économique, qui se focalise sur des taux d'équipement, sur une croissance du progrès matériel, qui correspond très largement à l'histoire telle qu'elle a été promue par les modernisateurs et les modernisatrices eux-mêmes, et qui est souvent reprise sans discours critique encore aujourd'hui. Un des objets, c'est d'historiciser ces catégories de modernisation, de progrès,
qui sont encore, on parle encore de la modernisation au singulier ou de la croissance dans ces manuels et ces synthèses qu'on a étudiées. Et donc de les prendre vraiment comme objet d'histoire. Par exemple, la catégorie 30 glorieuses elle-même, on la doit à un des grands vulgarisateurs et experts au plan, Jean Fourastier, donc un apôtre de la productivité, nous dit un des chapitres qui est dans cet ouvrage. Présentation par Céline Pessis de l'ouvrage qu'elle a contribué à coordonner avec Cézine Topsou, Christophe Bonneuil, une autre histoire des 30 glorieuses, modernisation, contestation et pollution dans la France d'après-guerre. C'est paru aux éditions La Découverte en 2013. Avant de terminer cette émission, je voudrais juste remercier Radio Libertaire d'avoir mis en ligne cette interview avec Julien Materne sur le travail mort-vivant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Racine de -1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.